Et si je te disais que la France possède le deuxième plus grand empire maritime du monde? Oui, devant la Russie, la Chine et même le Royaume-Uni. Un empire de plus de 10 millions de kilomètres carrés que personne ne voit. Alors, pourquoi cet empire est-il si méconnu et si stratégique? Reste bien jusqu'au bout. Tu vas découvrir un pouvoir maritime insoupçonné. Pourquoi parle-t-on d'un empire maritime? Imagine un instant. Un empire sans terre, sans murailles, sans frontières visibles. Un empire qui s'étend à travers les océans, à des milliers de kilomètres de l'Hexagone. Et pourtant, c'est bien un empire, au sens moderne du terme. Un espace sur lequel la France détient des droits exclusifs, protégés par le droit international. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui un empire maritime. Mais pour bien comprendre cette notion, il faut d'abord savoir ce qu'est une zone économique exclusive, ou ZEE. La ZEE, un droit moderne sur la mer. Le concept de ZEE est relativement récent dans l'histoire. Pendant des siècles, la mer était considérée comme un espace libre, que chacun pouvait parcourir, pêcher ou exploiter sans véritable limitation, en dehors de la bande côtière immédiate. C'est en 1982, lors de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, aussi appelée Convention de Montego Bay, que les règles modernes ont été établies. Chaque État côtier s'est vu reconnaître une zone économique exclusive s'étendant jusqu'à 200 000 marins, environ 370 km de ses côtes. Dans cette zone, le pays ne possède pas la souveraineté totale comme sur son territoire terrestre, mais il dispose de droits souverains. Le droit exclusif d'exploiter les ressources naturelles de la colonne d'eau et du sous-sol marin, poissons, crustacés, hydrocarbures, minerais polymétalliques, etc. Le droit d'exploiter les énergies marines, énergie thermique, houlomotrice, éolienne offshore. Le droit de réguler la protection de l'environnement marin. Le droit de mener des recherches scientifiques encadrées. Autrement dit, personne ne peut venir pêcher ou forer dans une ZEE sans l'autorisation de l'État côtier. C'est une zone de pouvoir économique exclusif, d'où son nom. Un empire sans colonie. Pourquoi parler d'un empire dans ce cas? Parce que ces droits s'étendent bien au-delà du territoire national. Dans le cas de la France, l'explication est historique. Elle provient de ce qu'il reste de l'ancien empire colonial français. Si la France a largement perdu ses colonies au XXe siècle, elle a conservé de nombreux territoires ultramarins. Aujourd'hui, la République française est présente dans tous les océans du globe grâce à ses territoires. En Atlantique, Saint-Pierre-et-Miquelon, Guyane française. En océan Indien, La Réunion, Mayotte, îles Éparses, terres australes et antarctiques françaises, TAAF. En Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna. Chacun de ces territoires donne lieu à une ZEE propre, qui s'ajoute à celle de la France métropolitaine. Le résultat, un véritable puzzle maritime mondial, un empire bleu éparpillé sur tous les océans. Une puissance océanique insoupçonnée. Aujourd'hui, cet empire maritime donne à la France la deuxième plus grande ZEE au monde, derrière les États-Unis. Environ 10,2 millions de kilomètres carrés, soit 18 fois la surface de la métropole. Ce n'est donc pas un hasard si l'on parle d'empire maritime. Certes, la France n'exerce pas de domination politique sur ses mers, mais elle y détient des droits stratégiques, économiques et environnementaux. Ces droits lui confèrent une place à part dans le concert des nations. De nouveaux enjeux au XXIe siècle. Pourquoi ce concept est-il plus important que jamais aujourd'hui? Parce que les océans sont devenus un enjeu crucial. Ils recèlent des ressources essentielles pour l'avenir. Protéines halieutiques pour nourrir une population mondiale croissante, métaux stratégiques pour la transition énergétique, énergie renouvelable marine. Ils sont au cœur des routes commerciales mondiales. Plus de 90% du commerce international transite par voie maritime. Ils sont un levier de puissance géopolitique. Contrôler une ZEE, c'est peser sur les grands équilibres maritimes. Ils sont aussi un réservoir de biodiversité à protéger face au réchauffement climatique et à la pollution. En somme, la mer est redevenue une dimension stratégique majeure. Et l'empire maritime de la France est un atout qu'il serait bien imprudent de négliger. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, on parle d'un empire maritime français, un empire que le monde a parfois tendance à oublier, mais qui pourrait bien peser de plus en plus lourd dans les décennies à venir. Si tu découvres cet empire maritime insoupçonné, et si tu apprécies ce genre de contenu, un petit like sur la vidéo, c'est toujours apprécié. Ça aide énormément la chaîne, et ça m'encourage à continuer à te partager ces histoires méconnues. Merci à toi.
La France, deuxième puissance maritime mondiale? Voilà un paradoxe pour un pays que beaucoup perçoivent avant tout comme une puissance terrestre, ancrée au cœur de l'Europe. Et pourtant, si la France est aujourd'hui l'une des grandes nations des mers, c'est le fruit d'une histoire longue, complexe, tissée de conquêtes, de pertes et de résilience stratégique. Pour comprendre cet empire bleu moderne, il faut remonter dans le temps et suivre le fil de ce que l'on pourrait appeler la fabrique géopolitique des océans français, l'héritage colonial, première brique de l'empire maritime. Tout commence bien sûr avec l'expansion coloniale française qui s'étend du XVIIe au XXe siècle. Durant cette période, la France établit l'un des plus vastes empires coloniaux du monde, présent sur tous les continents et, surtout, dans tous les océans. Des Antilles à l'océan Indien, du Pacifique à l'Amérique du Nord, les comptoirs, îles et territoires servent à la fois de relais commerciaux, de bases militaires et de points d'appui stratégiques. Même après les vagues de décolonisation du XXe siècle, une partie de cet héritage maritime demeure. Certains territoires restent liés à la République, par choix des populations locales ou par décision politique. C'est là le point clé. Ces territoires ultramarins contemporains confèrent aujourd'hui à la France une présence globale unique sur les mers, une géographie maritime mondiale. Concrètement, où se situe cet empire bleu français? Il repose sur une mosaïque de 13 territoires ultramarins principaux, répartis sur les 3 grands océans du globe. Atlantique, Guyane française, Amérique du Sud, ZEE de 137 000 km², Saint-Pierre et Miquelon, au large du Canada, ZEE de 12 000 km², Océan Indien, La Réunion, ZEE de 314 000 km², Mayotte, ZEE de 74 000 km², Îles Éparses, autour de Madagascar, ZEE de 640 400 km², Terres australes et antarctiques françaises, TAAF, Îles Crozet, Kerguelen, Amsterdam, Saint-Paul, Îles Éparses du canal du Mozambique, ZEE, total de 2,3 millions de km², Pacifique, Nouvelle-Calédonie, ZEE de 1,4 million de km², Polynésie française, ZEE de 5,5 millions de km², la plus vaste, Wallis et Futuna, ZEE de 300 000 km². À cela s'ajoute la ZEE de la France métropolitaine, environ 334 000 km², total cumulé, plus de 10,2 millions de km², ce qui place la France au 2e rang mondial, derrière les États-Unis, 12 millions de km², et loin devant des géants maritimes comme l'Australie ou le Royaume-Uni. Pourquoi cet héritage a-t-il perduré? La persistance de cet empire maritime n'est pas qu'un héritage passif. Dans les décennies suivant la décolonisation, plusieurs référendums et processus politiques ont permis aux populations ultramarines de choisir leur statut. Beaucoup ont opté pour un maintien dans la République française en échange de droits, de services publics et de garanties économiques. Ces territoires bénéficient aujourd'hui de statuts variés, départements et régions d'outre-mer, DROM, Guyane, Réunion, Mayotte, collectivités d'outre-mer, COM, Saint-Pierre et Miquelon, Polynésie française, Wallis et Futuna. Collectivité sui generis, Nouvelle-Calédonie, statut spécifique après les accords de Nouméa. Terres australes et antarctiques françaises, TAAF. Sans population permanente, mais sous administration française. Chaque statut confère à la France la possibilité de revendiquer la ZEE correspondante. Et ce point est crucial. Ces droits maritimes reposent non pas sur la présence militaire ou coloniale, mais sur la souveraineté reconnue par le droit international. Un choix géostratégique assumé. Au-delà du cadre juridique, la France a fait le choix politique de renforcer son rôle de puissance maritime. Depuis les années 2000, plusieurs documents stratégiques majeurs, comme le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, insistent sur l'importance de l'outre-mer pour la projection de la puissance française. Les objectifs sont clairs. Protéger les ressources maritimes, pêche, hydrocarbures, minerais, biotechnologie. Préserver la biodiversité unique de ces espaces marins. Contrôler les axes maritimes stratégiques. Exemple, canal du Mozambique via Mayotte et les îles Éparses. Maintenir une présence militaire globale, notamment dans l'Indo-Pacifique où la compétition géopolitique s'intensifie. Le concept même de stratégie indo-pacifique de la France
promu ces dernières années, repose largement sur cet empire maritime. En étant présente en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, à Mayotte, la France constitue l'une des rares puissances européennes capables d'agir sur toute la ceinture Indo-Pacifique. Un empire qui évolue. Cet empire maritime n'est pas figé. Des projets sont en cours pour étendre les droits français sur le plateau continental au-delà des 200 000 marins via des demandes à la Commission des limites du plateau continental des Nations Unies. Ces extensions permettraient à la France de renforcer encore ses droits sur les ressources sous-marines dans plusieurs zones clés. Par ailleurs, la montée des enjeux liés au changement climatique, à la protection des océans et à la compétition stratégique font de cet empire bleu un sujet de plus en plus central dans la diplomatie et la défense française. Conclusion du chapitre. Ainsi, si la France est aujourd'hui une superpuissance maritime, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est l'aboutissement d'une histoire longue, du legs de l'empire colonial à la volonté contemporaine de peser sur les océans du XXIe siècle. Un empire invisible pour beaucoup, mais qui façonne plus que jamais la géopolitique des mers. Une carte bleue impressionnante, la zone économique d'exclusion française. Regarde une carte du monde. À première vue, la France, c'est ce petit hexagone niché au cœur de l'Europe. Mais si tu bascules la carte, non plus sur les terres émergées, mais sur les mers, alors un tout autre visage apparaît. Un visage bleu, immense, tentaculaire. Car ce que peu de gens savent, c'est que la France possède l'une des plus vastes zones économiques d'exclusion au monde. Un empire marin que l'on ne voit sur aucune carte politique classique, mais qui façonne bel et bien la puissance du pays. Un empire invisible. Contrairement à un empire terrestre, un empire maritime n'a pas de frontières physiques. Pas de murailles, pas de lignes de douane, seulement des océans. Mais dans ces océans, il existe des droits exclusifs, reconnus par le droit international, qui permettent à la France d'exploiter les richesses des mers qui bordent ses côtes, et surtout celles de ses territoires ultramarins. C'est ce qu'on appelle la zone économique d'exclusion. Un espace marin sur lequel la France a des droits réservés. Pour pêcher, pour extraire des ressources minières, pour produire de l'énergie, pour préserver la biodiversité, pour surveiller les routes maritimes. En clair, dans cette zone, rien ne peut être exploité sans l'accord de la France. Une présence sur toutes les mers. Ce qui rend cet empire maritime unique, c'est sa dispersion mondiale. Grâce à ses territoires ultramarins, la France est présente dans tous les grands océans. Elle possède des îles, des archipels, des terres lointaines, qui, chacune, génèrent leur propre espace maritime. Ainsi, la carte de la France maritime dessine un puzzle planétaire. Dans le Pacifique, dans l'océan Indien, dans l'Atlantique, jusqu'aux mers froides proches de l'Antarctique. Peu de nations peuvent en dire autant. Les États-Unis, oui. Peut-être l'Australie. Mais en Europe, la France est la seule véritable puissance maritime globale. Une surface colossale. Ce territoire bleu que la France contrôle dépasse de très loin sa surface terrestre. C'est simple, l'essentiel de la puissance spatiale de la France aujourd'hui ne se mesure pas en kilomètres carrés de terre, mais en kilomètres carrés de mer. En somme, la majorité de l'espace sous souveraineté française se trouve désormais dans les océans. Et cet espace maritime est immense, il dépasse celui de bien des géants terrestres. Un paradoxe fascinant. Un pays de taille moyenne sur les continents est devenu l'une des plus grandes puissances maritimes mondiales. Une richesse stratégique. Cette immense carte bleue n'est pas qu'un trophée géopolitique. Elle représente un atout stratégique de tout premier ordre. D'abord pour les ressources naturelles, des poissons, des crustacés, des minerais sous-marins, des gisements énergétiques offshore. Ensuite pour l'environnement, ces zones marines abritent une biodiversité exceptionnelle, souvent unique. Les protéger est un devoir autant qu'un enjeu de souveraineté. Et bien sûr, pour la géopolitique, contrôler ces espaces, c'est pouvoir agir sur les routes maritimes mondiales, c'est disposer de bases avancées dans les océans, c'est renforcer le poids diplomatique du pays face aux grandes puissances. Une carte qui évolue. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que cette carte bleue continue d'évoluer. Depuis plusieurs années, la France travaille activement pour étendre encore sa zone économique d'exclusion. Comment? En démontrant, devant les instances internationales, que son plateau continental naturel dépasse parfois les limites actuelles.
Cela permettrait de prolonger son contrôle sur des zones marines riches en ressources. Bref, l'empire maritime français n'est pas figé. Il grandit, il s'adapte, et il devient un levier d'influence de plus en plus important à l'échelle mondiale. En définitive, la carte maritime de la France est l'un de ses plus grands atouts, et pourtant l'un des moins connus. Dans un monde où les océans sont redevenus une arène majeure, pour les ressources, pour l'environnement, pour le commerce et la stratégie, cet empire bleu pourrait bien être l'un des piliers de la puissance française du XXIe siècle. Un empire sans soldats ni forteresses, mais un empire bien réel, et que le monde redécouvre peu à peu. Posséder un empire maritime immense, c'est impressionnant. Mais c'est aussi un fardeau stratégique et un défi permanent. Car un tel espace marin, aussi étendu soit-il, ne se contrôle pas facilement. Et derrière la carte bleue de la France se cachent de nombreuses contraintes, tensions et menaces. Dans ce chapitre, nous allons explorer ces défis, trop souvent ignorés du grand public. Surveiller l'immensité bleue. Premier défi évident, la surveillance. La zone économique d'exclusion française couvre plusieurs millions de kilomètres carrés répartis sur tous les océans. Or, la France ne possède pas une flotte infinie. Pour surveiller efficacement cet espace gigantesque, la Marine nationale et les forces de l'État doivent déployer des moyens conséquents. Navires de patrouille hauturière, frégates, avions de surveillance maritime, satellites, drones. Mais les moyens sont, par nature, limités. Un chiffre parle de lui-même. Il n'est pas rare que certains secteurs de la zone économique d'exclusion française ne soient visités physiquement que 1 ou 2 fois par an. Le reste du temps, la surveillance repose sur le suivi satellite et le renseignement. Cela laisse des brèches dans lesquelles s'engouffrent les navires de pêche illégales, les trafiquants, les pollueurs. Le défi est donc immense. Comment contrôler efficacement un empire aussi vaste avec des moyens humains et matériels forcément restreints? Les tensions diplomatiques. Deuxième défi majeur, les revendications territoriales. Contrairement à une idée reçue, la souveraineté française sur certaines zones économiques d'exclusion est contestée par plusieurs États voisins. Mayotte. Prenons le cas de Mayotte, devenu département français en 2011. Les Comores continuent de revendiquer ce territoire, ce qui alimente des tensions diplomatiques et une forte pression migratoire. Or, la zone économique d'exclusion qui entoure Mayotte est un espace convoité pour ses ressources halieutiques. Îles éparses. Autre exemple, les îles éparses, dispersées dans le canal du Mozambique. Ces îlots inhabités permettent à la France de revendiquer une vaste zone maritime dans une région très riche en biodiversité et en ressources potentielles. Madagascar conteste cette souveraineté et réclame leur restitution. Ces litiges peuvent paraître marginaux, mais ils ont des conséquences géopolitiques bien réelles. Ils alimentent un climat de défiance et peuvent gêner la coopération régionale. Nouvelle-Calédonie. Enfin, en Nouvelle-Calédonie, les référendums récents ont confirmé le maintien du territoire dans la République. Mais la question reste politiquement sensible. Et la zone économique d'exclusion calédonienne représente un enjeu stratégique majeur dans le Pacifique Sud, ce qui attise l'intérêt d'acteurs puissants comme la Chine. L'enjeu environnemental. Le troisième défi est d'ordre écologique. Posséder un empire maritime impose une immense responsabilité environnementale. Or, ces écosystèmes sont soumis à de multiples pressions. Le réchauffement climatique entraîne l'acidification des océans, les récifs coralliens blanchissent, les espèces migratoires sont perturbées, la pollution plastique envahit les mers, les projets d'extraction minière des grands fonds soulèvent de sérieuses inquiétudes. La France s'est engagée à protéger une partie significative de ces zones marines, mais cela suppose des moyens de contrôle renforcés, une coopération internationale étroite et parfois le renoncement à certaines exploitations économiques. Concilier la protection de la biodiversité et la valorisation des ressources est l'un des grands défis du XXIe siècle pour cet empire maritime. Les défis budgétaires. Surveiller, défendre, protéger cet espace, cela a un coût. Et c'est là un autre défi, les moyens budgétaires. La Marine nationale, tout comme les autres services de l'État, doit composer avec des ressources limitées face à des besoins croissants. L'acquisition de nouveaux patrouilleurs, le développement de capacités de surveillance par drone ou satellite, l'entretien des infrastructures ultramarines, tout cela représente des investissements lourds.
Dans un contexte de contraintes budgétaires et de nombreuses autres priorités nationales, le financement durable de cette politique maritime est un enjeu stratégique. Oui, l'Empire maritime français est un atout unique. Mais c'est aussi un espace fragile, disputé, difficile à protéger. Surveillance, tensions diplomatiques, protection de l'environnement, moyens financiers. Les défis sont nombreux. Les relever exigera de la France une vision stratégique de long terme, une volonté politique affirmée et un engagement constant. Car cet empire bleu ne sera durable que si la France sait conjuguer la puissance, la responsabilité et la coopération internationale. Un défi à la hauteur de cet empire hors du commun. En refermant la carte de cet empire maritime, une chose saute aux yeux. Cet atout stratégique, longtemps méconnu du grand public, est plus que jamais au cœur des enjeux du XXIe siècle. Dans un monde en mutation rapide, la maîtrise des mers redevient un facteur clé de puissance. Les grands États, États-Unis, Chine, Russie, Inde, renforcent massivement leur flotte, étendent leurs ambitions maritimes, disputent les ressources et les routes stratégiques. Dans ce contexte, la France dispose d'un avantage unique en Europe. Sa présence océanique mondiale, son réseau de territoires ultramarins, ses droits exclusifs sur un espace maritime colossal. Mais cet atout n'aura de valeur que si la France sait en faire un levier pour l'avenir, en relevant 3 grands défis. 1. Assurer la souveraineté. Le premier défi sera de maintenir et d'affirmer sa souveraineté sur cet empire maritime. Cela passe par une présence militaire crédible et régulière, un renforcement de la surveillance grâce aux nouvelles technologies, satellites, drones, IA, une diplomatie active pour défendre les droits français face aux revendications étrangères. Sans cela, les espaces les plus isolés et les plus disputés pourraient devenir des zones grises, où d'autres puissances tenteraient d'imposer leur influence. 2. Valoriser les ressources de manière durable. Le second défi est d'exploiter intelligemment les richesses de cet empire bleu, en respectant un équilibre fragile. Les océans recèlent des trésors, mais ils sont vulnérables. L'avenir impose donc une approche responsable et durable. Pêche maîtrisée, prospection minière respectueuse des écosystèmes, exploitation raisonnée des énergies marines. La France peut et doit devenir un modèle en la matière. Elle en a les capacités scientifiques, juridiques et politiques. 3. Protéger les écosystèmes marins. Enfin, protéger les écosystèmes marins sera sans doute le défi le plus essentiel. Les océans sont le plus grand puits de carbone de la planète, un régulateur majeur du climat, un réservoir de biodiversité exceptionnel. Préserver ses fonctions vitales dans la zone économique d'exclusion française est un devoir planétaire. Cela passe par la création d'aires marines protégées, la lutte contre la pollution, la limitation des activités destructrices. Là encore, la France a un rôle pionnier à jouer, vers un empire maritime du XXIe siècle. Si elle sait relever ces défis, la France pourra transformer cet héritage en une force moderne. Un empire maritime du XXIe siècle, fondé non sur la domination, mais sur la responsabilité, l'innovation, la coopération internationale. Dans ce monde où les océans deviennent un champ de compétition autant qu'un bien commun, un tel positionnement serait à la fois visionnaire et nécessaire. Ainsi se dessine cet empire maritime français. Vaste, discret, puissant, fragile aussi. Un empire que beaucoup ignorent, mais qui pourrait bien peser lourd dans l'avenir géopolitique et environnemental de la planète. Et toi, savais-tu que la France possédait un tel empire bleu? Comment penses-tu qu'elle devrait l'utiliser, le protéger, le valoriser? Je t'invite à partager ton avis en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner pour découvrir d'autres histoires étonnantes et méconnues. À très bientôt sur le Sais-tu ?